Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver sur cette vidéo. Aujourd'hui, en fait, on va parler donc de l'immobilier pour les nuls. Mais avant, je te laisse cliquer sur les liens qui apparaissent pour aller télécharger sur le site ce que j'ai préparé pour toi. Je ne suis pas inquiet, je te laisse chercher, tu vas trouver. Alors aujourd'hui, on va parler de l'immobilier pour les nuls. Si tu es nul, c'est super. Je vais t'expliquer très simplement le fonctionnement de l'immobilier. Ça va être une vidéo un petit peu longue, mais super intéressante. Logiquement, je devrais commencer par pourquoi tu dois investir dans l'immobilier. Mais tu vas voir, cette question viendra en troisième partie de la vidéo. Avant de commencer, il est important de voir qu'est-ce que tu peux acheter comme immobilier, quel type de bien immobilier tu peux acheter. Alors attention, je ne vais pas te dire maison ou immeuble ou etc. Non, plutôt on va parler de l'utilité que peut avoir l'immobilier dans ta vie. Alors écoute bien, c'est très facile. J'ai sorti 4 grands types de projets immobiliers. Donc un projet de vie pour commencer, le projet qui j'ai envie de dire est le plus courant dans le monde, c'est celui qui consiste à acheter la maison dans laquelle tu vas vivre, la maison dans laquelle je vais vivre, dans laquelle on a envie de vivre. Je pense que c'est de loin la raison pour laquelle l'investissement immobilier est l'un des placements préférés des ménages, parce qu'effectivement, du coup, comme on rêve tous, pas tous de la même manière, mais une grosse partie des personnes rêvent d'avoir leur propre maison, c'est pour cela, à mon humble avis, que l'immobilier reste un des placements favoris des Français et des gens en général. Donc, la résidence principale, c'est la première manière, le premier type de possibilité d'achat immobilier. Le deuxième type, c'est l'entreprise. Les sociétés qui achètent les locaux finalement pour domicilier leur activité. C'est fondamentalement la même chose que la résidence principale, mais simplement que c'est pour l'entreprise. En fait, c'est la même volonté. Une société, une organisation qui a besoin d'un lieu de travail et qui, au lieu de l'occuper comme un locataire, elle l'occupe en tant que propriétaire. Troisième type qui est induit dans ce que je viens de dire et qui est très facile à comprendre, c'est l'immobilier comme investissement, comme placement financier. C'est-à-dire que l'immobilier peut te donner des revenus par le loyer et donc du coup tu décides, au lieu de laisser ton argent à la banque, d'acheter un bien immobilier en attendant sur ce bien un retour sur investissement qui sera en fait tout simplement un revenu qui sera un intérêt sur un capital placé. On va en parler un petit peu tout à l'heure, tu verras. C'est aussi une manière d'investir dans l'immobilier et d'acheter des biens. Quatrième manière et dernière de faire de l'immobilier, c'est l'immobilier loisir. Alors quand je dis ça, tu penses tout de suite soit à la mer, soit à la montagne, mais en fait ça peut être aussi de la résidence secondaire, c'est-à-dire que tu habites à un endroit et tu vas régulièrement à un autre, mais ce n'est pas ta résidence principale, ou effectivement montagne, mer, plaisir. Quand tu as les moyens d'acheter un deuxième logement sur lequel tu vas te rendre de manière régulière ou irrégulière et que tu vas en profiter. Il est évident que dans tous les types que je viens d'énumérer, il existe des sous-types, mais je ne vais pas là les développer parce que sinon la vidéo serait trop longue et l'idée c'est juste de te dégrossir tout simplement ce que tu peux faire en immobilier. Alors maintenant, pourquoi acheter de l'immobilier ? Alors il y a plein de raisons, on peut en trouver plein en fait. Moi je vais t'en donner une seule, une principale, une simple et qui va, j'espère, te faire réfléchir. L'immobilier peut être vu comme une épargne forcée. C'est-à-dire que lorsque tu achètes un bien et que tu investis de l'argent à l'intérieur, là je fais allusion en l'occurrence à la résidence principale, c'est une manière d'épargner de l'argent. C'est une manière détournée de placer ton argent quelque part et d'avoir une garantie sur cet argent. Tu le mets dans un bien immeuble, immobile, immobilier et donc comme je viens de le sous-entendre, il est à la fois immobile et il est immeuble immobilier, tu lui donnes une consistance. Tous les revenus que tu peux avoir, qu'ils soient du travail ou du placement, sont des revenus issus d'une source de revenus qui peut paraître de manière générale peu fiable. Je m'explique, aujourd'hui, même si tu as un CDI, rien ne prouve que tu vas garder ce contrat. Même si tu as un bon placement financier, rien ne prouve que le placement en question va rester stable sur toute la durée du placement ou de la détention du placement que tu vas avoir. Alors que l'immobilier, lui, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose d'immobile, tu sais dans quoi tu mets ton argent. C'est souvent un argument très fort où on dit, voilà, mon argent est là, je l'ai mis à cet endroit, il est palpable, je le vois, je sais dans quoi je l'ai placé. Donc tu vois, l'intérêt de l'immobilier, au-delà du fait qu'il soit immobile, il est aussi dans le fait qu'il soit
palpable, que c'est quelque chose de solide, d'ancré dans le sol et que l'on peut conserver sur le long terme. Il y a un dernier élément qu'il faut ajouter à cela, c'est que sur le très long terme, 15, 20 ans, de manière mécanique, on est quasiment sûr de gagner de l'argent. Ça donne encore plus de poids à cet investissement et plus d'intérêt aussi. Alors attention, je veux quand même attirer ton attention à ce niveau-là. Il faut bien que tu intègres que l'immobilier est un marché et comme tout marché, il est soumis à des variations. Que ce soit sur le loyer ou sur la valeur du bien, eh bien, il y a des variations plus ou moins importantes. En clair, sur la valeur du bien, on peut avoir des variations importantes et sur le loyer, on a des variations minimes. Mais variations quand même. Donc c'est un placement sûr de par l'aspect ancré dans le sol, mobilier, mobile, immobile qu'il représente, mais ça reste un marché avec ses variations, donc un côté quand même, on va dire, d'inconnu qu'on ne peut pas maîtriser. Mais on verra à la fin qu'il y a quand même des petites formules, je vais t'en donner une à la fin de cette vidéo, pour effectivement t'assurer de réussir dans l'immobilier. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi investir dans l'immobilier, on va voir qui peut investir dans l'immobilier. Ça paraît tout bête, mais il est légitime de se demander qui peut investir, quel profil est fait pour l'investissement et quel profil ne l'est pas. Alors avant de vraiment rentrer dans le vif de ce sujet, j'ai une première chose à dire qui sera le fil rouge de toute cette partie-là. Tout le monde peut investir dans l'immobilier. La seule vraie raison qui va t'empêcher d'investir dans l'immobilier, c'est finalement tes comptes bancaires. Et si tes comptes bancaires sont dans le rouge, si tu es tout le temps à découvert, si tu n'épargnes pas, si tu n'as aucune visibilité financière, effectivement là tu n'es absolument pas fait pour l'investissement immobilier. À l'inverse, dès l'instant que tu as un peu d'épargne, que tu gères correctement, que tu n'es pas à découvert tous les mois, que tu as une visibilité sur tes revenus, aussi modeste soit-il, tu peux acheter de l'immobilier. Ça s'adresse à tout le monde. Que tu gagnes 700 € par mois avec un mi-temps ou que tu gagnes 5 ou 10 000 € par mois, eh bien tu as accès à l'achat immobilier. Alors attention, on va être très clair. Bien évidemment, si tu gagnes 700 € par mois, tu ne vas pas avoir accès au même montant que si tu gagnes 3 000, 5 000 ou 10 000 € par mois. Et mécaniquement, si tu gagnes 700 € par mois, tu vas peut-être pouvoir acheter un seul petit bien immobilier à moins de 50 000 €, alors que si tu gagnes 10 000 € par mois, tu vas peut-être pouvoir en acheter 5 ou 6 d'un coup. Et ça, après, c'est de ton fait. Moi, je t'expose juste le fait qu'il n'y a pas de revenus. Il n'y a que, en réalité, ta tenue de compte. Donc, si tu veux investir dans l'immobilier, tiens correctement tes comptes. Et je vais te donner un deuxième conseil sur ce point-là qui est assez important. Essaye d'avoir l'équivalent des frais de notaire en épargne sur tes comptes. C'est tout bête, mais ça va te permettre d'assurer l'acquisition du bien que tu vises. Attention, je vais te donner une dernière précision sur le sujet. C'est évident que tu peux arriver à faire en sorte que ces frais de notaire soient financés par la banque. C'est de la négociation, c'est l'appréciation du banquier, l'appréciation de ce que tu vas lui présenter dans le dossier, bien évidemment, comment tu vas monter le dossier, etc. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, d'arriver à se faire financer les frais de notaire en les ayant sur les comptes et en ne les dépensant pas pour l'acquisition, ce qui fait que tu peux avoir le bien et l'argent des frais de notaire sur le compte après avoir acheté. Je ne dis pas que c'est facile, ça demande du travail, mais c'est possible. Je trouvais que c'était important que tu le saches parce qu'effectivement, on a tendance à croire que c'est impossible alors que ça l'est. Maintenant, on va voir comment faire pour acheter de l'immobilier, comment ça se passe. Alors attention, cette partie-là, je vais te la découper en 2 points. Premier point, on va voir les prestataires auxquels tu vas avoir affaire et ceux avec qui tu vas discuter. Deuxième point, on va faire un petit tour d'horizon de la manière d'acheter, c'est-à-dire les différentes options que tu as pour l'achat et ce que ça implique au niveau des impôts. Mais attention, je vais juste survoler ce point-là parce que l'idée c'est de t'éveiller à ça. On va essayer de faire dans cette vidéo en sorte que si tu es nul, tu achètes. Le but c'est je pars de zéro, j'arrive à faire un achat, toutes tes informations sont ici. Donc, les différents prestataires auxquels tu vas avoir affaire pour arriver à faire un achat immobilier. Premièrement, j'ai envie de dire, c'est l'évidence, c'est l'agence immobilière. C'est le premier degré, c'est le premier prestataire auquel on a affaire, la première personne qu'on voit lorsqu'on veut faire un achat immobilier. Attention, je suis au clair dans la situation, tu n'es pas obligé d'avoir un agent immobilier. Tu peux effectivement acheter en direct. Il n'y a rien qui t'oblige à acheter par une agence. Si tu arrives à avoir les coordonnées du propriétaire ou on te les donne et tu veux lui acheter directement, l'agent immobilier n'a aucune obligation à être là, sauf s'il y a un mandat qui le lie
avec l'agence. Il y a pas mal de subtilités à ce niveau-là. En clair, s'il y a un mandat exclusif, tu ne peux pas acheter autrement que par l'agence. S'il n'y a pas de mandat exclusif, agence ou pas agence, tu peux acheter. Deuxième prestataire très important, je vais le placer volontairement à cet endroit-là, alors qu'il pourrait être ensuite, c'est la banque. Effectivement, je te conseille même de le voir avant l'agent immobilier, avant même de commencer tes recherches, mais va voir la banque. Le banquier, c'est lui qui te donne ton enveloppe, c'est lui qui te donne tes fonds pour arriver à acheter. Il est important qu'avant de commencer tes démarches, tu sois au clair sur ta situation financière. Ok? Donc, le banquier vient pour moi après l'agence, mais normalement, tu sais ce par quoi tu dois commencer. Mais j'ai tendance à croire qu'il faut faire un petit peu les deux en même temps en fait. Savoir combien tu peux emprunter tout en commençant à regarder ce que tu veux acheter pour te donner une idée en fait de ce que tu vas demander d'un côté et de ce que tu cherches de l'autre. Bon, ok, ça c'est bon. Derrière, après ça, le notaire. Alors moi je vais te donner un conseil sur le notaire, c'est très simple, prends ton propre notaire. Après, chacun prend sa décision, c'est mon conseil, le reste, ça n'engage que toi. Qu'est-ce que le notaire? Le notaire c'est celui qui va rédiger l'acte tout simplement pour, déclarer à l'administration française que le bien est à toi, faire la passation de propriété. Fais attention, n'utilise pas le terme acte de propriété, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne en France. En France, c'est un acte notarié. L'acte de propriété, c'est un acte plutôt américain. Nous, en France, on a un acte notarié. Petite différence juridique, mais c'est toujours bon à savoir. L'idée ici, c'est de bien comprendre que le notaire permet le transfert de propriété et que derrière, lorsque tu vas avoir acheté un bien, il y a un impôt foncier, que l'impôt foncier te soit demandé à toi, nouvel acquéreur, et non à l'ancien propriétaire. Mais pas que, c'est lui aussi qui assure bien que le crédit est payé ou pas, est remboursé ou pas, qui renseigne le bureau des hypothèques. Le bureau des hypothèques, c'est celui qui en fait détient les renseignements et tient à jour le fichier de quel bien est hypothéqué par quelle banque et de qui doit de l'argent à quel organisme. Donc le notaire, pour répondre aussi à cette question, il est obligatoire. Tu ne peux pas ne pas passer devant notaire pour acheter un bien immobilier. Même si c'est vrai, il y a des subtilités, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. L'idée, encore une fois, c'est que si tu es nul, tu sois bien au clair, le passage au notaire est obligatoire. Dernier petit point, parce que quand tu es débutant, tu as tendance à halluciner sur le coût et le prix des frais de notaire. Sache que sur le montant que les notaires encaissent, qui est généralement un pourcentage de la vente, bien sur ce montant-là, il y a une grosse part qui est prise par l'État. Le notaire ne prend pas tout l'argent dans sa poche. C'est pareil aussi pour beaucoup d'autres prestataires, comme l'agence. Il y a beaucoup de subtilités dans les agences. Ne crois pas naïvement que l'agence encaisse la totalité de la commission. C'est plus complexe que ça paraît. Mais encore une fois, je suis là pour t'expliquer les grandes lignes. Alors maintenant, je vais te donner une série d'autres prestataires qui gravitent autour de l'achat immobilier auquel tu vas avoir affaire, ou peut-être pas d'ailleurs, ça va dépendre de ce que tu achètes, et qui ne sont pas des prestataires, on va dire, pour tous obligatoires. Alors là déjà, celui que je vais te dire maintenant, il est obligatoire. Normalement, j'aurais dû le mettre avant le notaire, mais je le mets après, c'est l'assurance. Tu as l'obligation le jour de la vente d'avoir assuré ton bien. Mais ce n'est pas tout. L'assureur, il a aussi un rôle derrière qui peut aller au-delà de sa simple mission. Il peut te permettre d'assurer tes travaux, d'assurer ton suivi juridique selon le type d'opération que tu vas faire. Donc l'assurance, elle a un rôle important qui est aussi important avant qu'après l'acte. D'accord? Donc il faut avoir une assurance, c'est comme ça. La copropriété, si tu achètes un bien avec une pluralité de propriétaires, il y a ce qu'on appelle une copro. La copro, c'est finalement un organe qui permet de gérer un ensemble de propriétaires et de faire en sorte que ça fonctionne. Là, c'est pareil, si tu achètes une maison, il n'y a pas de copro. Mais si tu achètes un immeuble, il y a une copro. Alors, là encore, c'est pareil, si tu achètes l'immeuble en entier, il n'y a pas de copro. Mais si tu achètes un appartement dans un immeuble, il y a une copro. Donc, tu vois, il y a plein de subtilités. L'idée, c'est que tu aies conscience que la copro, elle existe, premièrement. Et que deuxièmement, tu peux y avoir affaire ou ne pas y avoir affaire. Il y a ce qu'on appelle le géomètre, qui est aussi une personne à laquelle tu peux avoir affaire ou tu peux ne pas avoir affaire, qui peut intervenir dans un dossier, généralement, avant le notaire, surtout si c'est une vente qui est en l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire qu'on est en train de constituer quelque chose et le géomètre est là pour donner les règles de la constitution. Autre personne très importante et celle-ci obligatoire, c'est le diagnostiqueur immobilier. Le diagnostiqueur, il va venir te donner l'état du bâtiment. Alors, il est obligatoire avant la vente et même au niveau de l'agence que l'agent te fournisse les diagnostics et que lui-même les ait en sa possession, mais aussi tu peux en avoir besoin après la vente pour par exemple une mise en location d'un bien que tu rénoves. Et dans ces cas-là, le diagnostiqueur vient se positionner aussi après la vente. Donc, passage obligatoire et à différentes étapes, il peut intervenir en fonction de ce que tu fais. Comme je viens de te le dire et par voie de conséquence, le locataire. Si tu achètes pour louer, tu vas avoir affaire à un locataire. Et donc dans ces cas-là,
encore une fois, eh bien, il va falloir mettre en place différentes choses. Si tu as un locataire, tu peux avoir une agence qui gère ce locataire. Donc tu n'as plus affaire au locataire, mais à l'agence. Donc tu l'auras vu avant, mais aussi après. Autre prestataire, rien à voir avec tout cela, l'architecte. L'architecte, lui, c'est si tu veux construire. Tu peux avoir affaire à un architecte. Tu peux aussi avoir affaire donc à des artisans et tu peux aussi avoir affaire à un maître d'œuvre. Donc tu vois, il y a pléthore de prestataires autour de l'achat que tu vas réaliser. Tous ces prestataires sont régis par ce qu'on appelle le droit des contrats. Et l'immobilier, c'est cela. Je vais te mettre ici un lien pour une autre vidéo que j'avais réalisée où je t'illustre parfaitement le droit des contrats. Il y aura encore plus de détails que dans cette vidéo. Ce que je veux que tu prennes conscience, c'est que chacun de ces prestataires va te faire signer des papiers. Et si tu veux être bon en immobilier, si tu désires aller au-delà d'un simple achat d'une résidence principale, que tu veux évoluer, eh bien je te conseille réellement d'étudier le droit des contrats. L'argent est là et là je m'adresse vraiment à ceux qui veulent faire de l'investissement. Maintenant on va passer à la deuxième sous-partie de cette partie qui consiste à t'expliquer la manière d'acheter les biens immobiliers, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé, enfin tu vas voir, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, tu n'es pas obligé toi d'acheter en nom propre directement le bien que tu vises en fait. Je vais t'expliquer, c'est très simple. Moi, Nicolas, je ne suis pas obligé d'acheter telle maison. Elle n'est pas obligée forcément d'être à mon nom. C'est-à-dire que je peux très bien choisir de créer une société qui va venir se positionner entre moi et le bien. Donc ici, il y a une société. Et cette société, elle va servir de tampon. Alors cette partie-là va me servir à te parler des impôts. Parce que bien évidemment, si tu fais de l'immobilier, quoi que tu fasses, eh bien, il y a une problématique fiscale derrière. Alors, attention, j'ai une petite indication à te donner là tout de suite. Il est évident qu'en fonction de tes choix, si tu choisis de faire un achat pour une résidence principale ou un achat pour du locatif ou encore un achat en entreprise, chacune de ces situations implique des impôts différents et des conséquences fiscales différentes. Moi ici, ce que je vais m'employer à faire, c'est à t'expliquer le plus simplement possible comment ça fonctionne grossièrement. Et après, moi, je t'invite à te rapprocher de personnes comme moi, de professionnels divers et variés dans ta région, pour avoir le conseil adapté à ta situation. Parce que avant de commencer l'explication, je te le redirai à la fin, je vais te donner le conseil essentiel qui est selon moi la plus grosse erreur que font tous les débutants, tous les nuls en immobilier, ils font cette même erreur. Et c'est celle-ci, ils font un choix en fonction des impôts et non un choix en fonction de leur situation. Ne fais pas l'erreur d'aller choisir un type d'investissement pour la fiscalité alors que normalement, on investit ou on achète et puis après on adapte, on monte un montage, on fait une réflexion par rapport à notre situation fiscale et non l'inverse. C'est une erreur courante, je la vois tout le temps celle-là, donc garde-la bien en tête. Alors écoute bien, c'est facile, je vais te donner des grandes règles. En gros en immobilier, il y a on va dire deux structures qui se détachent réellement du lot, c'est les SCI d'un côté et les LMP, LMNP de l'autre. Alors les SCI, c'est des sociétés civiles immobilières qui te permettent tout simplement d'acheter en ton nom et à ta place et qui détiennent le bien. Et toi, du coup, tu détiens des parts de SCI. Les LMNP, c'est un petit peu pareil, mais sans être identique, car la LMNP, elle présente l'avantage, en gros, d'être une société en nom propre, donc tu existes en tant que tel. Il y a deux types de LMP, LMNP, LMP, et en fonction de ce sur quoi tu vas tabler, tu n'es pas déclaré au même endroit. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, simplement on est plus sur un montage de type non propre tout en étant en société. Un petit peu plus particulier, mais en gros voilà l'idée. Que tu choisisses l'un ou l'autre, il y a encore une fois deux conséquences qui découlent de ça. Une fois que tu as choisi soit une SCI, soit une LMP, LMNP, tu as derrière une manière de déclarer fiscalement les revenus que tu encaisses. C'est un choix qui t'incombe. Il y a encore là des subtilités, mais en gros, tu peux partir soit sur ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu, couramment on dit l'IR, ou l'impôt sur les sociétés, l'IS. Ça, c'est un choix fiscal. Alors, comment ça fonctionne? Je vais te faire un petit peu l'impôt pour les nuls pour que tu comprennes. En France, en gros, on a un système par tranche. Les tranches, c'est... Je ne te donne pas les vraies tranches, je te donne une image facile pour que tu comprennes. On va dire qu'il y a 3 tranches, là, pour cette vidéo, 10, 20 et 30. Tes revenus, c'est un liquide qu'on remplit à l'intérieur et on remplit dans les tranches, tu vois. Et ton liquide, imaginons, il monte à 25 000. À ce moment-là, on applique chaque tranche sur les revenus. On va dire 5, 10, 15 pour faire simple. 5% de 0 à 10, d'accord?
De 0 à 20, 10%. Et de 20 à 25, sur 5 000, on applique 15%. Et le cumul du tout, ça donne ton impôt. C'est facile. Si tu choisis maintenant une société à l'IS, ben elle fait écran. Ça veut dire qu'en gros, elle protège ton revenu de ce qu'elle gagne. Ça veut dire qu'elle déclare ses propres revenus et elle a sa propre imposition. Conséquence, si tu fais un achat locatif, les impôts que tu devrais avoir suite à un achat locatif et que tu es en société à l'IS ne viennent pas se répercuter sur ta feuille d'impôt. Inversement, si tu choisis l'IR, les revenus locatifs vont venir se déverser à l'intérieur du liquide que j'ai déjà mis. Donc imaginons que tu aies 5 000 € de revenus locatifs en plus, tu te retrouves à 30 000 et on appliquera les 15% de 20 à 30. Voilà, c'est très facile et le choix t'incombe. Alors il faut faire très attention parce que les SCI ont des particularités, les LMP, LMNP ont des particularités. Je fais ici une vidéo pour les nuls, pour vraiment que tu aies les bases de quoi te lancer. Ne crois pas qu'il te faut dès le départ commencer par ça. Il est important que tu aies ça en tête pour l'évolution, pour la suite. Alors après, ça peut être un choix aussi, une stratégie. Tu peux commencer par ça en sachant très bien ce que tu vas faire après. Mais là, c'est toi qui décides. L'important, c'est que tu en aies connaissance et qu'à partir de là, tu aies une réflexion sur ta situation. Je te redonne maintenant le conseil que je t'ai donné avant. C'est ta situation qui te fait choisir une fiscalité. Et on ne choisit pas une fiscalité pour la fiscalité. C'est très important, je t'assure vraiment. Les erreurs les plus courantes, elles sont là. Maintenant, on va passer dans la dernière partie de cette vidéo. L'idée, c'est vraiment que si tu es nul, tu puisses faire de l'immobilier. Donc, je vais te donner maintenant 3 règles qui sont selon moi cumulatives et qui vont te permettre, si tu les appliques, si tu les retrouves dans ta région et dans ton investissement, d'être sûr à 300%, 100% par règle, que l'achat que tu es en train de faire, c'est le bon. Alors, tu vas voir, c'est très facile. Je vais te donner un ordre qui selon moi est important, mais j'ai conscience que sur un point, l'ordre peut être revu. Mais je vais te donner toutes les précisions, t'inquiète pas, ça va être très simple. On va partir du point le plus important selon moi, la chose que tu dois regarder en premier. La chose la plus importante et qui a un lien avec ce que je t'ai dit au tout début de la vidéo. L'emplacement. C'est la règle de base. C'est la règle essentielle de l'immobilier et précisément pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, immobilier, immobile. Et donc, comme c'est immobile, tu ne pourras pas travailler l'emplacement, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que choisis bien ce que tu achètes parce qu'une fois que tu l'as acheté, tu vas devoir faire avec le lieu où ça se trouve. Tu ne vas pas pouvoir le déplacer. Et crois-moi, un emplacement, c'est de loin la chose la plus importante en immobilier parce que si l'emplacement est mauvais, tu vas avoir de mauvaises conséquences dans ta vie avec ce bien-là et ça va t'attirer que des problèmes sur le long terme. Donc, l'immobilier étant du long terme, voire du très long terme, bien forcément, il te faut choisir d'entrée de jeu l'emplacement le meilleur que tu peux avoir en fonction de ton budget. Et ne lésine pas là-dessus, c'est vraiment selon moi le point le plus important parce que c'est ça que tu achètes quand tu achètes de l'immobilier. Tu achètes un emplacement. Tout le reste, c'est secondaire. C'est pour moi le point essentiel que tu dois garder toujours en tête. Si l'emplacement est moyen, tu sais que tu ne garderas pas. Si l'emplacement peut être mieux, tu sais que tu ne garderas pas. Si l'emplacement que tu veux, tu ne peux pas l'avoir dès le départ, fais tout pour y arriver. Mais ne te contente jamais de quelque chose qui te satisfait qu'à moitié. Tu dois viser la lune. Au pire, tu atterriras sur une étoile. Elle est connue cette phrase. Bon, allez, on continue maintenant. Le deuxième point. Il est discutable à cette place-là. Mais pour moi, c'est quand même un point autant important que le reste. C'est les caractéristiques du bien. Je vais te donner plusieurs exemples et puis après, je te laisserai les adapter à ta situation. Chaque bien a des caractéristiques et ces caractéristiques vont t'attirer soit des types de locataires, soit un certain confort, une certaine appréciation du bien. Je m'explique, une immense terrasse, elle n'aura pas la même conséquence sur le bien qu'un tout petit balcon où tu peux juste sortir fumer ta cigarette. Une exposition plein nord, elle n'a pas les mêmes conséquences en fonction du type de bien qu'une exposition plein sud. Et ne va pas croire que le nord est une mauvaise expo, ça dépend le type de bien. Alors là, je parle vraiment du type. Donc, il faut bien que tu sois au clair sur cette situation-là. Ton bien propose des choses. Jardin, pas jardin, piscine, pas piscine. C'est un détail, mais par exemple, avoir une maison sans piscine dans ma région, c'est moins value à la revente. Alors que ne pas avoir de piscine dans le nord de la France, ça ne me paraît pas, tu vois, un point essentiel.
le jardin, l'expo sont aussi des points très importants en fonction de là où tu te trouves. Et de la même manière, eh bien, quand tu es à Paris, tu as des endroits où tu vas avoir des vues dégagées, ça n'a pas le même impact qu'un vis-à-vis fort sur l'appartement juste en face. Donc, ne néglige pas les caractéristiques du bien, c'est très très important parce que là encore, je te ramène au conseil du début, immobilier, immobile, il y a certaines caractéristiques sur lesquelles tu ne pourras rien faire. Par exemple, ajouter un balcon ou une terrasse, c'est rare que ce soit réalisable selon le type de bien que tu achètes. Donc, dès le départ, concentre-toi sur des vraies caractéristiques importantes sur ton marché ou sur le marché que tu vises. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir, qui sont immuables. C'est important dès le départ de s'assurer que ces caractéristiques-là sont des atouts et pas des inconvénients. Maintenant, le dernier point sur lequel tu vas peut-être tiquer parce que toi tu l'aurais mis avant, c'est le prix. Je vais t'avouer une chose qui est très amusante parce que je vois beaucoup de gens, là pareil, qui font une erreur grossière en immobilier. On gagne son argent à l'achat. Ça veut dire que lorsqu'on achète, c'est là où on gagne l'argent en immobilier, on ne le gagne à aucun autre moment. Et toi, propriétaire d'un bien immobilier, lorsque tu vas l'être, eh bien, ton argent, tu le gagneras que le jour de la vente. Donc ça veut dire que le client que tu vas avoir en face, lui, va chercher à gagner de l'argent à ce moment-là. Donc le prix que tu vas avoir payé au départ est très important, j'ai envie de dire, il est même décisif. C'est lui qui va conditionner tout le reste. C'est lui qui va faire que le crédit que tu vas avoir, il va être supportable ou insupportable. C'est lui qui va faire que finalement, tu vas te dire « Waouh, j'ai fait une tellement bonne affaire que je vais le garder ce truc-là, que je ne peux pas le vendre, c'est impossible. » Ou à l'inverse, tu vas te dire « Punaise, je l'ai tellement mal payé, je veux m'en débarrasser quitte à perdre de l'argent. » Voilà la réalité. Quand on vend, on prend de l'argent à personne. On gagne simplement l'argent que l'on a réussi à obtenir sur la négociation de départ. C'est finalement une addition. C'est juste l'addition de différents facteurs qui vont conduire qu'à l'arrivée, tu arrives à obtenir une plus-value ou pas. Alors effectivement, j'ai complètement conscience que ça pourrait être le deuxième ou peut-être même le premier point essentiel. Mais personnellement, je pense qu'il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que si tu veux gagner de l'argent à l'arrivée et que tu n'as pas d'emplacement et aucune caractéristique à proposer, eh bien, tu peux faire ce que tu veux en fait. Tu n'y gagneras rien du tout. Inversement, je le reconnais, il arrive parfois qu'il y ait des biens, qu'il y ait tout. Pour diverses raisons, ils se vendent mal. Et si tu arrives à les mettre en valeur, tu vas avoir l'emplacement, les caractéristiques et tu vas faire une plus-value de malade. Mais je ne peux pas te dire que c'est quelque chose que tu vas avoir couramment. Ça existe, mais c'est rare. Et moi ici, mon objectif, c'est que tu sois capable de faire dans le plus grand volume possible, dans le plus de situations possibles, eh bien une bonne opération. Donc concentre-toi sur ces 3 points et tu seras assuré de toujours gagner de l'argent en immobilier, même si tu es nul et même si tu ne comprends rien. Tu gardes juste ces 3 règles-là, tu fais bien attention à tout ce que je t'ai expliqué et tu es certain de toujours, et je dis bien toujours, gagner de l'argent. C'est là que je te quitte. Je te laisse me laisser un like si tu as aimé cette vidéo. Partage-la à tous les nuls en immobilier que tu connais pour qu'eux aussi apprennent des choses. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Bon, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.